Oui, donc bonjour à vous. Donc on se connaît déjà, Anas Nouri, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de chimie, ici, qui nous accueille par leur gentillesse. Et donc je vous présente aujourd'hui un travail associé à l'imagerie médicale et dans lequel on essaie d'utiliser le deep learning pour effectuer plusieurs étapes dans un processus d'analyse d'images médicales. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà pour vous mettre un petit peu dans le bain, il s'agit d'un projet qui s'appelle ICANN. Et donc le projet a pour objectif de développer des approches pour prédire la rupture d'un anévrisme intracrânien. Alors un anévrisme intracrânien, c'est l'anévrisme qui est là, parce que des fois dans notre cerveau, le sang ne passe pas dans les artères comme on veut, mais il se bloque au niveau de certaines artères. Et on a ici un gonflement de la paroi artérielle qui est là. Le problème est que lorsque ça enfle, il n'y a pas de problème et on ne sent rien. Mais des fois, l'anévrisme, il est en rupture. Et donc là, il y a dans plus de 50% des cas une mort certaine, sinon il y a une invalidité et qui est malheureusement permanente. Donc notre objectif, c'est de développer des algorithmes qui permettent d'automatiquement de détecter les anévrismes dans une image de cerveau 3D, mais aussi de prédire leur rupture, c'est-à-dire quand est-ce que ça va être en rupture et de dire aux neuroradiologues, attention, cet anévrisme-là, il faut le surveiller davantage parce qu'il grossit d'une manière qui n'est pas normale. Et vu qu'il grossit d'une manière qui n'est pas normale, il faudrait intervenir pour pouvoir l'extraire et ne pas le laisser dans le cerveau du patient. Donc, notre schéma est celui-là, c'est-à-dire à partir d'une image d'IRM angiographique, on commence par une segmentation de l'arbre vasculaire qui est dans l'image. Alors je dis une segmentation de l'arbre vasculaire, c'est-à-dire il faudrait extraire que les artères et supprimer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la matière grise, la matière blanche, l'os, etc. Après, il faudrait caractériser l'anévrisme, c'est-à-dire calculer des propriétés géométriques dessus pour le voir dans le temps, c'est-à-dire pour voir son évolution dans le temps, est-ce qu'il grossit d'une manière normale ou pas. Alors là, en fait, c'est plutôt la caractérisation de l'arbre vasculaire. Après, on passe à la détection de l'anévrisme, on passe ensuite à la caractérisation de celui-ci, et ensuite vers la prédiction du risque de rupture. Alors nous, on vient de régler ces deux blocs-là, c'est-à-dire la segmentation de l'arbre vasculaire qui est l'étape la plus importante, parce que si votre segmentation elle est mauvaise, tout ce qui vient par la suite est automatiquement mauvais. Donc, l'étape que je vous présente aujourd'hui, alors je ne vais pas vous présenter l'étape de caractérisation de l'arbre vasculaire parce que ça ne rentre pas dans le deep learning, on l'a fait d'une manière assez classique, traitement de signal, traitement d'image. Mais pour la segmentation, on s'est penché sur le deep learning pour pouvoir, à partir d'une image 3D de cerveau, nous extraire l'arbre vasculaire qui est là, en nous supprimant l'os qui est là, en nous supprimant la matière grise qui est là, et d'autres matières qui ont des noms assez bizarres. Donc, pourquoi le deep learning? Alors, lorsqu'on tape le deep learning dans la base de publication PubMed, on voit qu'en 2020, on a plus de 10 000 publications associées au deep learning. Alors pourquoi cet enthousiasme envers le deep learning? Malgré qu'il requiert une grande performance computationnelle pour pouvoir faire l'apprentissage et le test, etc., mais ça commence à se démocratiser avec les plateformes gratuites pour l'instant. On ne sait pas après si elles seront gratuites ou pas, notamment la plateforme Colab de Google et la plateforme Kaggle qui fournissent des GPU gratuits pour pouvoir faire apprendre vos algorithmes et les tester. Ensuite, parce qu'il y a plusieurs bases d'images qui sont disponibles dans le web et aussi parce qu'il y a des frameworks à la clé comme ce que vous a présenté avant M. Dabouno, PyTorch ou bien avec TensorFlow
et bien sûr les deux qui utilisent Keras. Et surtout parce que, comme il a été souligné avant, le deep learning dépasse en performance certaines méthodes. Alors ici, ce qu'on va voir, on ne va pas voir une approche purement deep learning, ça veut dire on lance une image dans un réseau et on attend le résultat, mais on va quand même rajouter quelques étapes par nous-mêmes parce qu'on a remarqué que ça ne marchait pas comme on le voulait. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des questions, on peut en discuter. Donc, alors là, c'est ce qu'avait présenté M. Debounou. Je pense que je ne vais pas refaire ça, c'est-à-dire l'idée d'une architecture deep learning. On passe une donnée en entrée, il y a des couches cachées dans lesquelles il y a les poids, bien sûr, qui se modifient avec la rétropropagation, et la dernière couche. Et là, nous avons une fonction d'activation comme relu, dont on a parlé tout à l'heure, mais par exemple comme la sigmoïde qui marche aussi. Donc notre idée est celle-ci, donner au réseau une image qui est comme ça, et il nous sort une image binarisée. Ça veut dire binaire, un pixel il est égal soit à 0 s'il n'est pas associé à la vasculature cérébrale, soit il est égal à 255, ou bien à 1. Après, ça dépend comment vous faites le scaling. Si le pixel appartient à la vasculature. Donc, alors ça a été expliqué aussi par M. Debounou, une image, on la met classiquement dans un vecteur et on passe le tout et on retrouve l'image à la fin binarisée. Donc là, il n'y a pas de convolution. Par contre, nous, on a utilisé la convolution. Donc ça, c'est juste pour faire l'explication. Mais je vais m'attarder quand même sur l'aspect de la vérité terrain. Donc, vu que nous sommes dans un cadre d'apprentissage supervisé, pour que notre réseau nous discrimine la vasculature de la non-vasculature, il va falloir lui fournir des images segmentées par des spécialistes. Donc, on donne au réseau une image qui n'est pas segmentée et on lui dit, voilà le résultat de cette image après la segmentation. Donc on lui donne plusieurs images, des dizaines de milliers, donc on va discuter par la suite, et nous, on doit attendre à la fin ce résultat-là. Donc là, c'était par rapport forward pass ou backward pass, donc ça, vous avez compris normalement avec M. Debounou. Et là, on a bien sûr la fonction de coût qui permet de régler les poids de notre réseau. Évidemment, il faudrait toujours minimiser la fonction de coût entre les images originales et plutôt les images qu'on obtient en fonction des poids qui ont été enregistrés. Alors, donc ça c'est la même chose, donc je ne vais pas répéter ce qu'avait dit M. Debounou. Donc, nous, on a en fait attaqué le problème d'une manière qui est un petit peu particulière. Le problème de l'approche supervisée, c'est qu'il nous faut plusieurs images segmentées par les neuroradiologues. Or, que pour avoir ces images segmentées qui représentent ce qu'on veut, c'est-à-dire la vérité terrain, alors déjà, il faudrait qu'ils trouvent du temps pour faire ça. Ça prend beaucoup de temps. Et le problème, c'est que si vous faites ça pour une image qui provient d'un seul IRM, si vous avez une image provenant d'un autre IRM, ben, ce n'est pas le même modèle d'acquisition. Et donc, notre algorithme de segmentation peut ne pas marcher comme il le faut. Mais aussi, il y a cette partie de la segmentation qui est faite par ces spécialistes. Des fois, les spécialistes ne sont pas d'accord à 100% entre eux. Alors, donc nous, pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher les images de cerveau de souris. Donc là, on passe à ce qu'on appelle l'adaptation du domaine dans le deep learning. Ça veut dire j'apprends sur des images de souris et je fais le test sur des images d'êtres humains. Alors vous allez me dire pourquoi avoir choisi les images de souris, sachant qu'on a quelques images de cerveau humain. Les images de souris, l'avantage dans ces images-là, c'est qu'ils nous proviennent du scanner déjà segmenté. Ça veut dire il n'y a pas d'os et il n'y a pas de matière grise ni de matière blanche. Ben pourquoi? Parce qu'il tue la souris, il lui injecte un liquide de contraste et ils font l'acquisition dans l'IRM. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a? On a l'image qui est segmentée ici.
Donc, l'avantage avec cette approche-là, c'est qu'on pourrait entraîner le réseau de neurones sur des patchs de ces images de souris. On peut en générer autant qu'on veut. Bien sûr, avec la data augmentation dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Ensuite, l'idée est maintenant de dire au réseau, je vais te passer des images d'êtres humains et je voudrais que tu les segmentes comme les images de souris. Mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre les images de l'être humain et les images de souris. Ce n'est pas la même morphologie, il y a des matières qui y sont et d'autres non. Et surtout que dans les images de souris, nous n'avons que la vasculature. On n'a pas d'autres matières. Donc on a réfléchi à rendre l'image de souris qui nous provient de l'IRM, qu'elle soit similaire à l'image d'un être humain. Donc on est allé chercher plusieurs attributs du bruit qu'on a dans les images d'êtres humains et on les applique à l'image de souris pour qu'elle soit similaire à l'image de l'être humain. Pour qu'après l'apprentissage, lorsqu'on lui passe une image d'être humain, eh bien, il arrive à la segmenter. Et donc c'est ce qu'on fait ici dans l'adaptation du domaine. Ça veut dire que nous avons un domaine source sur lequel on fait l'apprentissage et nous avons un autre domaine où on fait le test qui n'est pas égal au domaine source. Et nous maintenant, on essaie de maximiser la confusion entre ces deux domaines pour que le réseau puisse segmenter une image d'être humain, sachant qu'il avait segmenté une image de cerveau de souris. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant, non? Oui. Pardon? Alors, on va voir ça. On va voir ça par la suite. Donc, avant ça, il a fallu déjà dire quelle architecture de deep learning utiliser. Est-ce qu'on réfléchit à notre propre architecture ou bien est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a dans la littérature des architectures qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la segmentation d'images et nous, on va l'utiliser et on va rajouter cette couche d'adaptation de domaine. Et donc, nous avons utilisé le réseau UNet qui a été proposé en 2015 et qui avait de très très bons résultats. Alors, on n'a pas utilisé le même réseau à 100%, excusez-moi, mais on a utilisé une variante de ce réseau-là qu'on appelle le half unit. Le half unit, ça veut dire pour accélérer encore le traitement, on va considérer que la moitié des couches de ce réseau-là avec quelques hyperparamètres qu'on optimise lors de l'apprentissage. Donc, on a pris l'architecture de la littérature. Et donc, l'objectif, c'est quoi? C'est que lorsqu'on donne un patch à ce réseau-là, qui est ici, ben nous, on va attendre que le réseau nous sorte ça. Alors ça, c'est effectivement l'image qu'on donne du cerveau des êtres humains, et ça, c'est la segmentation que nous attendons de la part de ce réseau-là. Alors, comment on fait le rapprochement? Donc, en fait, on prend un patch. Un patch, ça veut dire un patch d'une taille de 40-40, 60-60 de la vasculature de la souris. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui rajouter du bruit qu'on est allé auparavant chercher des images d'êtres humains. On l'a modélisé mathématiquement. On a pris plusieurs attributs, la moyenne, la fréquence, l'écart type, la variance, etc. etc. Ce bruit-là, on le rajoute à ce patch-là et ça nous donne ce patch-là qu'on appelle le patch humanisé. Ensuite, avant de faire rentrer ce patch-là dans le réseau, on va aller chercher est-ce qu'il y a dans la base d'images de cerveau des êtres humains un patch qui lui ressemble. Et on fait ça avec la technique du template matching. Si on a une valeur de cross-corrélation qui est supérieure à 0,7, on dit que ce patch-là, il pourrait nous servir comme apprentissage. Voilà. Donc on le met dans le réseau pour qu'il nous
pour qu'il l'utilise dans la phase d'apprentissage. Donc on aura une marge d'erreur de 20%. Non. Si on applique cette... Non, alors non, en fait, ici, il n'y a pas que des valeurs de 0,8. Il y a des valeurs de 0,9 parce qu'on a rajouté du bruit exactement comme dans les images de cerveau humain. Et d'ailleurs, avant de rajouter ce bruit et dire que c'est bon, on est allé voir, est-ce que vraiment les images de souris qui sont humanisées, est-ce qu'elles sont corrélées aux images humaines ou pas? Alors, pour faire ça, alors, pardon, hop, oh là là, excusez-moi. Alors voilà, donc pour déjà vérifier est-ce que le bruit qu'on a modélisé, est-ce qu'il match avec le bruit des images de cerveau humain, nous avons fait la comparaison avec les features d'Aralic. Alors les features d'Aralic, ce sont des features qui sont très utilisées dans la littérature pour comparer les textures des images. Il y a 13 attributs dans les features d'Aralic qui prennent en compte beaucoup de choses, le contraste, la variance, énormément de choses. Et donc là, par exemple, on voit que l'image de cerveau humain et l'image de souris augmentée ou bien humanisée, on voit qu'il y a réellement un match entre les deux. Ce qui nous a poussé à dire que la segmentation de cette image de souris, elle peut être mise dans notre réseau pour dire à notre réseau, voilà ce qu'on veut. Et donc là aussi, on peut voir que là, ce sont des patchs d'images de cerveau d'être humain, et là, ce sont des patchs d'images de cerveau de souris. Et donc là, on peut voir que nous avons un résultat de template matching qui est égal à 0,92. Des fois, on a 0,97. Des fois, on a 0,88. Des fois, on a 0,80. Mais en tout cas, on peut prendre juste les images qui sont là. Mais nous, on n'a pas voulu prendre juste les images qui ont un score de 0,92 pour que notre réseau puisse être robuste face à d'autres images qui nous proviennent d'autres CHU. Donc, avec ce matching de bruit, nous, on a été contents, on a dit, on a notre vérité terrain. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'aller prendre beaucoup de temps pour chercher la vérité terrain de chez les médecins. On peut utiliser la vérité terrain qu'on a générée nous-mêmes. Et donc, lors de l'apprentissage, on lui passe ces images de souris humanisées et on a leur segmentation qui provient de l'IRM. On fait apprendre le réseau et ensuite on lui passe pour la partie test des images de cerveau d'être humain. Donc on a appris sur des images de souris et le même réseau on l'applique sur des images de cerveau d'être humain. Et donc ensuite, alors on a comparé parce qu'on s'est dit quand même l'architecture qu'on a utilisée, elle a été beaucoup utilisée dans la littérature pour la segmentation. Donc là, on a utilisé deux bases. Une base avec cette approche-là des artères de cerveau humain humanisées qui est là, et une base avec les artères d'être humain qui ne sont pas humanisées. Non, pardon. Une base avec les artères d'être humain et une base avec les artères de souris qui ont été humanisées. Et lors de la phase de test, on remarque qu'on a un score de DICE. Alors le score de DICE, c'est en fait une mesure qui dit est-ce que notre réseau a bien segmenté ou pas. Et on remarque qu'avec cette approche-là, nous arrivons à 0,86, 0,87 et qui est supérieur au fait qu'on n'ait pas utilisé cette approche-là. Ça veut dire qu'on ait utilisé directement le réseau de neurones sans la partie humanisation des artères. Maintenant, il y a aussi une autre mesure qu'on appelle Wessels delineation, qui veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les bords de nos artères, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Parce que pour les médecins, il est obligatoire que les artères aient les bons bords pour que nos mesures par la suite géométriques soient bonnes. Donc on remarque aussi que tant que la mesure elle est faible, tant que c'est bon pour nous,
Et on remarque qu'avec l'approche qu'on a utilisée, nous arrivons à une délinéation des artères qui est meilleure si on n'a pas utilisé la technique de l'adaptation de domaine. Donc là, nous avons un exemple de segmentation avec cette approche-là. Nous donnons au réseau, après l'apprentissage bien sûr, une image de cerveau d'être humain qu'il n'a jamais vue, et ensuite il nous sort une segmentation de cette image-là qui est proche de la réalité.